Visite de travail et d'amitié du président de la République hier à Cotonou. Entre autres sujets abordés, la réalisation du tronçon de la boucle ferroviaire devant relier Cotonou à Niamey. Le film complet de cette visite, en partie magazine de cette édition. L'Assemblée nationale votera demain une motion de confiance au gouvernement, motion qui engage ainsi sa responsabilité. Monsieur, Mesdames, bonjour. C'est demain que l'Assemblée nationale se prononcera sur le programme de développement économique et social 2012-2015. Cela par un vote d'une motion de confiance au gouvernement. C'est pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays qu'un président de la République démocratiquement élu demande ainsi à son gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Sur ce plateau, Moussa Hamadi est avec nous. Moussa, bonsoir. Et bonsoir. Quel commentaire peut-on en faire par rapport à cette motion démarche du gouvernement? Bonsoir Rabi. Il faut tout de suite le dire, l'acte que vient de poser le président de la République est inédit. Que ce soit sous les tropiques ou dans les vieilles démocraties occidentales, cela est indéniablement un fait rare, événementiel. Et c'est pour cela qu'il donne par conséquent à réfléchir sur son opportunité, à réfléchir sur sa pertinence, à réfléchir sur sa portée historique et politique, à réfléchir dans ce contexte de recomposition, de nouvelles configurations du paysage politique dans notre pays. Alors, toute réflexion faite, que dire? Que politiquement, le président de la République fait montre d'une audace et d'une lucidité de bonne aloi face aux supputations et analyses qui se susurrent dans certains salons et milieux désobligeants, projetant notre pays dans des méandres obscurs. Audace, lucidité, mais humilité, puisqu'il soumet son acte à l'épreuve de conformité à la loi fondamentale, la nôtre. Ce qui n'a rien d'anormal, puisqu'il s'agit d'un mode de saisine prévu par la Constitution en son article 107. Ce dernier permet, en effet, au président de la République de procéder au contrôle de la légitimité de son gouvernement et par extension de mesurer son poids sur l'échiquier politique par le biais de la représentation nationale, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne maintenant les questions de fond, sur l'opportunité d'une telle démarche dans un contexte politique, nous l'avons déjà dit, caractérisé par une recomposition des forces politiques. Il est clair que ce vote de confiance est plus que nécessaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il permettra, d'une part, de créer les conditions de sérénité nécessaires pour une réelle remise au travail de tout le monde, en mettant un terme définitif à une situation de confusion et de doute sur la stabilité de l'action gouvernementale. D'autre part, il s'agit pour le président de la République de rassurer le peuple nigérien tout entier et les partenaires au développement sur la légitimité du gouvernement à travers une nouvelle gouvernance basée sur la transparence et le recours au droit comme mode de régulation et d'arbitrage politique. Ainsi donc, en engageant la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le président de la République se donne ainsi la capacité de tirer au clair une situation politique que certains veulent maintenir dans l'ambiguïté qui, à la longue, risquerait de jeter le discrédit sur la bonne marche du jeu démocratique au Niger et de compromettre, pour ainsi dire, les multiples efforts et sacrifices consentis dans le cadre du développement économique et social de notre pays. N'oublions pas que les partenaires nous observent. Ces partenaires dont les sommités mondiales, au plan mondial et international, viennent de nous réitérer de la plus belle manière leur reconnaissance et leur appui ferme à nos efforts de développement consacrés par leur visite chez nous, ici, au Niger. Une visite qui intervient elle-même au lendemain de la libération des otages français du Sahel par le président de la République, qui a été unanimement reconnu comme le maître d'œuvre. Ces partenaires nous observent donc, ne les décevons pas, car ils peuvent, dans un tel cas, se lasser de nous soutenir et de nous accompagner si nous ne sommes pas en mesure de prouver que nous sommes politiquement mûrs
et que nous disposons d'institutions légitimes, stables et crédibles dans le respect du jeu démocratique. C'est là, Rabi, à notre sens, le véritable challenge et la portée de cette démarche du président de la République, Mahamadou Issoufou. Oui, Moussa, merci. Comme vous l'avez dit, le programme du développement économique et social PDS 2012-2015, il en sera question demain à l'Assemblée nationale avec le vote de la motion de confiance du gouvernement. Mais avant, nous vous proposons un éclairage sur cet important programme dans ce dossier préparé par Ousmane El Hadji Ibrahim. Le programme de développement économique et social PDS 2012-2015 pour lequel le Premier ministre Brigitte Raffini engage demain la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale est avant tout le cadre qui a rendu opérationnel le programme de renaissance du Niger du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Il intègre toutes les orientations de la déclaration de politique générale du gouvernement de la 7e République. Son objectif, concilier les impératifs de court terme consistant à la recherche de solutions urgentes et la nécessité d'une gestion durable des ressources naturelles pour assurer un développement économique et social inclusif et équilibré. Les actions inscrites dans le PDS s'articulent autour des axes stratégiques suivants: consolider la crédibilité et l'efficacité des institutions publiques, créer les conditions de durabilité d'un développement équilibré et inclusif, garantir la sécurité alimentaire à travers le développement agricole durable, créer une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive et promouvoir le développement social. Le premier rapport annuel de mise en œuvre de ce plan de développement économique et social d'octobre 2013 a souligné des progrès significatifs dans la planification, la mobilisation des ressources extérieures et la croissance économique, en particulier dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, la fonction publique avec la création de milliers d'emplois. Il est maintenant indéniable que notre pays dispose d'énormes potentialités que le programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou, ambitionne de traduire en une réalité concrète en termes de bien-être économique, social dans la vie de chaque Nigérien. Cela à travers son cadre opérationnel qu'est le P2S, qui a permis de mobiliser à ce jour plus de 750 milliards de francs CFA pour la réalisation de grands travaux dans divers secteurs du développement. L'on retiendra particulièrement les investissements réalisés dans l'agriculture, l'élevage et la gestion des ressources naturelles dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. L'éducation, la santé et l'hydraulique ont connu aussi des investissements massifs grâce aux ressources mobilisées au titre du PDS 2012-2015. Rappelons que le programme de développement économique et social dont il est question aujourd'hui a été adopté par le gouvernement en août 2012 en Conseil des ministres et a bénéficié par la suite d'un large soutien de la communauté internationale à Paris en novembre de la même année lors de la table ronde sur son financement. À cette occasion, près de 4,8 milliards de dollars d'engagement de la part de nos partenaires ont été enregistrés, des ressources financières en cours de mobilisation. Il s'agit donc d'un programme qui jouit de la reconnaissance internationale en tant que cadre unique de référence pour le développement économique et social de notre pays, d'où toute l'importance qu'il faut accorder à la poursuite de sa mise en œuvre pour le bien-être des Nigériens. Un autre invité sur ce plateau, il s'agit du docteur Ila Ahmed, politologue. Bonsoir docteur. Bonsoir, et merci d'être venu. Les députés nationaux sont appelés à se prononcer demain sur le texte de motion de confiance transmis par le gouvernement. Alors en tant que politologue, quelle lecture faites-vous de cette motion de confiance? Merci madame de votre invitation. La lecture qu'on peut faire de cette motion de confiance qui sera discutée et votée demain à l'Assemblée nationale, c'est que ça serait un moment d'instance activité, ça serait un moment pour la vie démocratique d'un pays, un moment important. Important en ce sens que le gouvernement, en toute responsabilité, soumet à la sanction des représentants du peuple son programme, le programme du développement économique et social, programme qui a été élaboré sur la base
du programme de la Renaissance du président de la République et sur la base de la déclaration des politiques générales. Donc, en toute responsabilité, j'ai dit, le gouvernement va soumettre à l'approbation de l'Assemblée nationale ce programme. Donc, du point de vue démocratique, c'est une bonne chose parce que le gouvernement, sur un sujet majeur, demande l'avis des représentants du peuple afin qu'ils se prononcent, afin qu'ils lui accordent leur confiance pour la conduite de cette activité. C'est un moment important qui témoigne quelque part de la vitalité de notre processus de démocratisation. Parce que pour la première fois dans notre pays, un gouvernement s'engage à demander l'avis de l'Assemblée nationale sur un programme qu'il a élaboré. Cela démontre que malgré les quelques problèmes qu'on rencontre ça et là, que quand même le processus démocratique est en marche. Et je pense en soi, cet acte de demain est à féliciter. Et je pense que demain, le peuple nigérien serait à l'écoute des débats qui vont se dérouler à l'Assemblée nationale, expression donc de la souveraineté du peuple pour essayer donc de non seulement comprendre ce que c'est ce programme du développement économique et social, mais bien évidemment d'essayer de voir ce que les différents élus vont dire autour de ce programme du développement économique et social. Donc je pense que ce qui va se passer demain, ça serait une très bonne chose pour la démocratie et ça démontre combien de fois que le processus de démocratisation est en marche et ce qu'on observe en tout cas dans les pays occidentaux est en train de se réaliser de façon concrète chez nous. Et donc cela nous donne quand même espoir dans notre processus de démocratisation. Que pensez-vous alors de la régularité, de la légalité même et de la recevabilité de cette requête du gouvernement? Oui, les débats ces derniers jours ont beaucoup porté sur la légalité de cette demande de motion de confiance autour du programme de développement économique et social. D'aucuns ont cru que ce n'est pas conforme à la Constitution. Mais je pense qu'il ne faut pas faire une lecture isolée de cet article de la Constitution, car l'article 107 a bien évidemment parlé de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement en évoquant dans son article premier la motion de censure et le vote de défiance. Bien mieux, madame, dans l'alinéa 3 de l'article 107, il est indiqué que le gouvernement peut soumettre à l'approbation de l'Assemblée nationale pour le vote d'une motion de confiance sur un texte. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de la lecture de l'article 107 pour l'articuler avec l'article 108. L'article 108 qui dit, permettez-moi de vous lire les dispositions de l'article 108, qui dit: lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, ou le refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au président de la République la démission de son gouvernement. L'article 108 vient démontrer que le dépôt, la demande d'une motion de confiance est régulière, en ce sens qu'on parle de la désapprobation du programme, ce qui veut dire que le programme doit être écrit et déposé à l'Assemblée nationale. Bien mieux, lorsqu'on dit désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale, le ou, même s'il indique une alternative, s'il indique un choix, je pense que le problème est réglé. Même de l'hypothèse où le ou indique l'équivalence, madame, ça veut dire que programme égale déclaration de politique générale. Il n'y a aucune disposition légale du point de vue constitutionnel ou du point de vue des autres textes de loi de la République qui interdit à un gouvernement de demander
une seconde fois un vote de confiance sur un texte de programme ou une déclaration de politique générale. Il n'y a pas de texte qui l'interdit et je pense que du point de vue démocratique, je l'ai indiqué, c'est une bonne chose que le gouvernement demande les représentants du peuple de lui accorder sa confiance sur un texte majeur de politique générale. Bien mieux, madame. Quand on lit les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique qui a été soumise au préalable au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. Que nous dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Article 107, en parlant du contrôle parlementaire et mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. L'article 107, dans son deuxième alinéa, il dit ceci: la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale intervient dans le cas suivant. Lorsque le Premier ministre engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Le problème est réglé, madame, à ce niveau, puisque une loi organique qui complète les dispositions de la Constitution l'a consacrée, et c'est en mettant des virgules, ça veut dire que l'Assemblée nationale elle-même, elle est d'accord qu'il est possible pour un gouvernement de demander un vote de motion de confiance sur un programme. Et l'article 125, mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, en décrivant la procédure de cette mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, il évoque également les dispositions de l'article 107 de la Constitution, et il dit ceci: donc lorsque par application de l'article 107 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un texte, il est procédé au débat dans les conditions suivantes, c'est-à-dire il décrit les conditions du débat qui sera organisé demain. Donc du point de vue légal, il n'y a pas de problème, sauf si on veut, madame, poursuivre le débat, et je pense que ce débat sur la régularité ou pas, la Constitution l'a réglé, sauf si des gens ont envie. Il n'y a pas de doute sur la légalité de la requête. Mais une autre question qui défraie toujours la chronique, c'est l'opportunité même de cette motion de confiance. Et quelle importance surtout pour notre pays? Oui. Vous savez que depuis la mise en place du gouvernement d'union nationale, les débats, les rumeurs font état d'une situation par rapport donc à ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette situation ne rassure pas les citoyens d'une part, et d'autre part, elle ne peut pas rassurer également les partenaires du Niger. Et donc pour clarifier cette situation, il était tout à fait, à mon sens, normal que le gouvernement demande à la représentation nationale un vote de motion de confiance sur un programme afin non seulement de clarifier la situation et du soutien dont il dispose au niveau de l'Assemblée nationale, donc essayer de voir si véritablement il a le soutien de l'Assemblée nationale d'une part, et d'autre part rassurer le peuple nigérien qui quand même est extrêmement dérangé par cette situation qui n'est pas claire. Donc l'opportunité c'est celle-là, ça permet de clarifier les choses, de clarifier la situation au niveau de l'Assemblée nationale, et ça permettra par la suite au gouvernement de se retrouver dans une situation où il sera dans une situation de légitimité, puisque le problème a été réglé à l'Assemblée nationale, ce qui peut être un facteur lui permettant de gouverner dans la sérénité, de gouverner sans subir cette pression quotidienne qui fait que la population, en tout cas les citoyens, ne sont pas rassurés. Donc, du point de vue gouvernance, ça serait un facteur de sérénité. De cet instant, quelle est la responsabilité qui incombe à l'Assemblée nationale, aux députés qui sont appelés demain à discuter? Effectivement, madame, le vote d'une motion de confiance, on a l'impression toujours que c'est une responsabilité du gouvernement, qui de lui-même demande à l'Assemblée nationale de lui accorder sa confiance. Mais également, ça entraîne une responsabilité
de la part de l'Assemblée nationale. Demain, je pense qu'il y aura un débat où les députés nationaux vont essayer de discuter de ce programme de développement économique et social. De cette discussion, madame, il va sans nul doute avoir des éléments qui peuvent permettre au gouvernement d'améliorer substantiellement ce programme de développement économique et social. Et ensuite, de cette discussion, cela va permettre au gouvernement d'avoir une légitimité si le programme est adopté, lui permettant de mettre en œuvre toutes les politiques publiques qui seront issues de ce programme du développement économique et social. Donc, il y a une responsabilité assez importante de la part de l'Assemblée nationale qui aura à charge de discuter d'un programme important pour notre pays qui va être mis en œuvre de 2012 à 2015. De leur discussion, cela va permettre, va faire en sorte que le gouvernement va se trouver dans une situation où il va avoir tous les éléments, où il va avoir les critiques nécessaires, et les critiques ne sont pas mauvaises dans ce sens, pour pouvoir servir le peuple nigérien. Je pense qu'ils ont une responsabilité. Cette responsabilité, demain, ils vont l'assumer de quelque nature que ce soit en adoptant le texte, la motion de confiance, c'est une responsabilité qu'ils vont assumer, soit en refusant d'adopter la motion de censure, c'est une responsabilité qu'ils vont assumer. Dans un cas comme dans un autre, les députés, eux aussi, ont une responsabilité à assumer parce que l'opportunité leur est offerte de discuter d'un texte majeur pour notre pays. Et pour un peu éclairer nos téléspectateurs, il y en a qui ne font pas la différence entre motion de confiance et motion de censure. La différence, elle résulte du fait que la motion de censure, elle est d'initiative parlementaire. C'est le Parlement qui enclenche la procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Et l'article 107 à son alinéa 2 a prévu les mécanismes du dépôt de la motion de censure, de la discussion de la motion de censure, et l'article 108 a prévu les conséquences si une fois la motion de censure est adoptée. En ce qui concerne la motion de confiance, elle est d'initiative gouvernementale. C'est le Premier ministre qui de lui-même engage la responsabilité de son gouvernement. Elle engage sa responsabilité de son gouvernement devant la représentation nationale. Il part devant le Parlement, il soumet un texte de programme, comme c'est le cas, où il peut soumettre un texte de loi et demander à l'Assemblée nationale de lui accorder sa confiance. Il s'agit d'apprécier le programme du gouvernement. Bien sûr, il s'agit d'apprécier le programme du gouvernement, mais avec la condition que si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec le programme, elle peut le désapprouver. Et de cette désapprobation, le gouvernement tombe. Si l'Assemblée nationale désapprouve le programme, dit qu'elle n'est pas d'accord, la conséquence politique logique, c'est que le gouvernement rend sa démission parce qu'il ne peut plus continuer à gouverner puisqu'il n'a pas le soutien des députés, donc puisqu'il n'a pas le soutien de la représentation nationale. Donc, là, c'est une grande responsabilité qui incombe aux députés. La responsabilité, elle est grande. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on a comme l'impression que seul le gouvernement qui enclenche la mise en jeu de sa responsabilité a une responsabilité à assumer. Mais ceux qui approuvent ou qui désapprouvent cette motion de confiance ont eux aussi une responsabilité à assumer, selon qu'ils soient d'accord ou selon qu'ils ne soient pas d'accord. Parce qu'il s'agit ici d'un texte majeur. Ce texte du programme de développement économique et social, il faut le rappeler, il y a de fortes attentes de la part des citoyens autour de ce programme du développement économique et social. Et donc,
les députés doivent mesurer cette responsabilité face à un texte qui a été non seulement élaboré selon un processus participatif et inclusif, un texte, un programme autour duquel les partenaires publics au développement, les partenaires techniques et financiers veulent s'engager pour le financement afin de lutter aux véritables défis qui se posent à notre pays. Donc, de la discussion qu'il va avoir demain, en tout cas, ils ont une responsabilité dans cette discussion et dans le vote de la motion de confiance qui aura lieu, Inch'Allah, demain. Merci, M. Illa. Je rappelle que vous êtes Illa Ahmed, politologue. Cérémonie de signature de convention cet après-midi à Niamey entre la République populaire de Chine et le Niger. Cet accord est relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel pour le projet de construction de 2 lignes électriques de 132 kV Soraz-Zender et Maradi-Malbaza. Ce prêt est estimé à environ 37 millions de francs CFA. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Djouari Isiaka et Saka Issa. 36 milliards 500 millions de francs CFA exactement que le Niger obtient de la République populaire de Chine grâce à cet accord. Ce prêt permettra au pays d'accroître sa capacité et sa couverture en électricité, notamment par la construction des lignes électriques et l'alimentation en électricité des régions de Zander, Maradi et Tawa. Il permettra aussi d'assurer l'approvisionnement en énergie électrique de la nouvelle cimenterie en construction à Malbaza. Le programme objet de la présente cérémonie s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015. Il contribuera à l'augmentation de l'offre énergétique et à l'extension de la couverture nationale en électricité, élément indispensable à la promotion des activités génératrices de revenus et à la valorisation de nos potentialités nationales à travers le développement industriel. Il participera à la création de beaucoup d'emplois permanents et temporaires dans sa phase de mise en œuvre et d'exploitation. Ce projet vient s'ajouter à ceux déjà signés, notamment le projet de renforcement des capacités de production d'eau de la ville de Zender, la construction de l'hôpital de référence de Niamey, la ligne de financement global commercial de 500 milliards de francs CFA, signée à Beijing le 30 septembre 2013. D'autres projets aussi suivront dans un proche avenir. Il s'agit notamment du projet de la construction de la fibre optique, de la construction de la centrale thermique à charbon de Salkdamna, qui apportera la solution définitive à l'approvisionnement durable de notre pays en énergie électrique. Du reste, la ligne de 132 kV Maradi-Malbaza à construire par le présent projet prend déjà en compte dans son dimensionnement l'évacuation d'une partie de la production de Salkdamna vers les régions de Maradi et Zender. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le Niger accuse un retard dans le domaine de l'électricité et le peuple nigérien rêve d'avoir une alimentation électrique bon marché et stable. C'est pourquoi son gouvernement a exprimé cet élan de solidarité à l'égard du Niger. Le gouvernement chinois, qui offre toujours tant la mesure de ses possibilités une aide honnête et désintéressée au gouvernement et au peuple nigérien, souhaite sincèrement que la coopération mutuellement avantageuse entre nos deux pays puisse profiter au peuple nigérien. Le projet qui fait l'objet de cet accord, une fois construit, transportera l'électricité des centrales existantes à la cimenterie de Malbaza et celle de la Soraz à la ville de Zender. En même temps, il reliera les différents réseaux électriques de la région, permettant ainsi de mieux répartir l'électricité, de stabiliser l'alimentation électrique, d'améliorer les conditions de vie du peuple et de promouvoir énergiquement la croissance économique du pays. Pour terminer, il souhaite une mise en œuvre du projet dans la meilleure délai afin que le peuple nigérien puisse en bénéficier le plus tôt possible.
Ce prêt remboursable sur une durée de 20 ans, dont 5 ans de différé au taux d'intérêt d'1%, sera rétrocédé aux mêmes conditions à la Société nigérienne d'électricité, la Nigélec, qui en assurera le remboursement. Autre cérémonie, celle de la remise officielle de 5 véhicules au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce matin, ces véhicules sont destinés aux directions départementales de Matamei, Magaria, Madaroufa, Agué et la direction régionale de l'Hydraulique de Tawa. Offerts par l'UNICEF, ils permettront d'appuyer le suivi et la mise en œuvre du projet Assainissement total piloté par les communautés. Joari Isiaka, Mohamed Adam. 5 véhicules tout-terrain d'une valeur de 67,4 millions de francs CFA. Par cette action, l'UNICEF participe fortement au renforcement des capacités d'intervention des agents du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le Niger a répondu présent pour accroître l'accès à des services d'assainissement pour les populations les plus démunies. Nous avons ensemble lancé un programme révolutionnaire, l'assainissement total piloté par les communautés. C'était en 2009. La TPC, comme on l'appelle, a d'abord été introduite dans 10 villages pilotes. En seulement 6 mois, les villageois eux-mêmes ont construit plus de 400 latrines traditionnelles. Depuis, le programme a été étendu à 412 villages et il fait désormais partie de la stratégie nationale sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ce renforcement des capacités logistiques, des équipes techniques, des directions départementales de Matamei et Magaria dans la région de Zender, de Madaronfa et Aguié dans la région de Maradi, ainsi que la direction régionale de Tawa, nous donne les moyens d'accélérer la mise à l'échelle de l'assainissement rural et de la TPC en particulier, tellement indispensable à l'amélioration de la santé des mères et des enfants et le renforcement de la résilience des populations, notamment en milieu rural. Au Niger, le manque d'accès à l'assainissement affecte en priorité les populations les plus pauvres et vulnérables et les ménages vivant dans les zones rurales n'ont accès à aucun service d'assainissement. Cette situation a des conséquences sanitaires catastrophiques sur les populations et sur les enfants en particulier. L'UNICEF intervient intensément pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le financement des infrastructures hydrauliques et d'assainissement de base. Aussi, elle est pionnière de la mise en œuvre de l'assainissement total, piloté par les communautés. C'est pour vous dire alors que ce don arrivera à un bon moment où toutes nos structures régionales sont en train de mettre en approche dans laquelle ces véhicules seront aussi destinés et utilisés à très bon escient. Alors, nous vous remercions de tous nos cœurs. Nous remercions l'UNICEF pour que vive l'UNICEF, vive le Niger, et je vous remercie. Le représentant du ministère a reçu les clés de ces véhicules combien utiles pour leur département et promet de les utiliser à bon escient. L'équipe internationale de certification de l'éradication de la dracunculose au Niger a présenté ce matin au ministre de la Santé publique les résultats de l'évaluation externe du programme national d'éradication du ver de Guinée. Résultats satisfaisants qui confirment que le Niger est en train d'honorer ses engagements dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Lamina Tcharimadigou, à côté au glace. Aucun cas de ver de Guinée n'a été détecté et aucun cas autochtone de ver de Guinée n'a été enregistré dans les villages visités au cours des 3 dernières années, selon les résultats de la mission d'équipe internationale de certification de l'éradication de la dracunculose au Niger. Au vu de ce qui précède, l'équipe conclut que le Niger a arrêté la transmission de la dracunculose conformément aux critères établis par l'OMS et atteste que tous les critères pour la certification sont remplis. Au nom des plus hautes autorités du Niger, le ministre en charge de la santé publique, Manoa Gali, a exprimé à l'endroit des partenaires techniques et financiers sa reconnaissance pour tous les efforts fournis dans les processus de certification de l'éradication du ver de Guinée, conformément à l'engagement pris par notre pays. Au vu des résultats de cette évaluation externe conduite par des experts indépendants,
j'ai l'honneur et le privilège de dire que le Niger est en train d'honorer ses engagements pris à Genève en 1989 et réaffirmés en 2004 pour l'éradication du ver de Guinée au Niger. En effet, de 32 829 cas en 1991 à 0 cas autochtones du ver de Guinée en fin 2009, ensuite remplir les conditions de sa certification en 2013, cela relève de la détermination et de la persévérance des acteurs. Disons-le clairement, par cet acte, c'est-à-dire la satisfaction aux critères de certification pour l'éradication du ver de Guinée, le Niger figurera très prochainement, Inch'Allah, sur la liste des pays certifiés comme indemnes du ver de Guinée. Les résultats de la présente évaluation confirment l'absence de toute transmission locale de la maladie des vers de Guinée sur l'ensemble du territoire national, ce qui vient, selon le ministre de la Santé publique, corroborer le contenu du rapport national pour la demande de la certification. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a pour sa part lancé ce matin les activités de formation de la deuxième promotion des jeunes apprentis du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Au nombre de 50, dont 12 filles, ces jeunes seront initiés aux différents métiers du cuir. Hadiza Medine, Sen Soumaïla Ibrahim. Fruit de la coopération franco-nigérienne, le Centre des métiers du cuir et de l'art du Niger, CMCAN, a été créé en 2004. Il est ouvert à tous les jeunes Nigériens âgés de 18 à 20 ans analphabètes, déscolarisés, sans emploi régulier et sans qualification aucune. Le CMCAN est à sa deuxième promotion avec un effectif de 50 jeunes, dont 12 filles. Le CMCAN, depuis sa création, a formé et a participé à l'insertion de plus de 1000 jeunes à la vie active dans plusieurs filières par des formations de courte durée qui ont été financées par plusieurs partenaires. J'ai nommé la coopération française, le projet d'ANI, le fonds d'appui à la formation professionnelle et bien d'autres partenaires. Ce qui confère au CMCAN le titre de laboratoire de formation professionnelle. Et pour cette expérience acquise au fil du temps, nous accueillons plusieurs voyages de titre des artisans de notre sous-région. Toute chose qui appelle à un engagement de toutes et de tous pour rentabiliser ce centre et pérenniser les acquis. En dotant le Niger d'un bijou comme le CMCAN, la coopération française fait comprendre à notre pays qu'il doit prendre en compte l'artisanat comme une composante essentielle d'insertion des jeunes et d'amélioration de nos ressources humaines. Ce centre, unique en son genre en Afrique, se donne pour mission d'attirer les professionnels des métiers du cuir de tout le continent. Placé sous la tutelle du ministère des Enseignements professionnels et techniques depuis 2007, le CMCAN est une réponse efficace à la demande croissante du marché du travail. L'objectif de ce stage est non seulement d'alimenter le secteur rural en techniciens de proximité, répondant aux besoins de l'économie locale, mais aussi de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des stratégies, mesures et solutions durables, favorisant l'insertion économique des jeunes déscolarisés et non scolarisés. Les stagiaires de la promotion 2013-2014 seront formés aux différents métiers du cuir, à la tannerie, à la maroquinerie, à la vannerie, à la culture d'os et au batik. Ces stagiaires sont issus de 8 régions du Niger, d'où le caractère national du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger qui a connu beaucoup de succès dans plusieurs foires artisanales telles que le CIAO. Il est aujourd'hui l'unique centre de formation artisanale de la sous-région. La Congafen a rendu publique ce jour une déclaration dans laquelle elle a déploré le récent événement survenu dans le désert du Sahara ayant causé la mort de 92 de nos concitoyens, dont 52 femmes et 52 enfants et 33 femmes. La teneur de cette déclaration avec Mme Kako Fatima, vice-présidente de la Congafen.
Nous, femmes nigériennes, exprimons notre amertume devant cette situation dramatique dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Rappelons à l'État de prendre toutes les dispositions pour l'application des lois et règlements en matière de protection des enfants et des femmes. Demandons à l'État nigérien de prendre toutes les dispositions pour l'application, pour le respect et faire respecter toutes les conventions internationales relatives à la protection des femmes et des enfants. Attirons l'attention des chefs de famille sur leur devoir de prise en charge et de protection de leur famille. Exprimons notre profonde compassion et présentons nos condoléances aux familles des victimes. D'autre part, nous, femmes nigériennes, déplorons l'assassinat des 2 journalistes français morts dans l'exercice de leurs fonctions. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre profonde compassion à la famille de la presse. On signe Kongafen, Refamp, Refcan, KCI, USTN, CDTN, CGSL, IGSEIN, Parti politique, CNT, BFR. Diplomatie à présent, le nouvel ambassadeur du Niger auprès des Pays-Bas et de l'Union européenne, Adani Illo, a présenté le 4 et 6 novembre dernier ses lettres de créance tout d'abord à la Commission européenne à Bruxelles et au roi William Alexander des Pays-Bas. Abdoulaye Tchemogo. Le nouvel ambassadeur du Niger au Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne, son Excellence Illo Adani, vient à nouveau de présenter ses lettres de créance, mais cette fois-ci au président de la Commission européenne, M. Manuel Barroso. Une cérémonie qui intervient quelques semaines seulement après la présentation des lettres de créance au président du Conseil européen, M. Van Rompuy. Cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur Illo Adani, diplomate de carrière, a transmis au président de la Commission de l'Union européenne le message de salutation et de haute estime de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, qui apprécie fortement la conduite des affaires européennes par le président Barroso. Un acte hautement salué par ce dernier qui n'a pas manqué à son tour de souligner le leadership très soutenu du chef d'État Issoufou Mahamadou sur la scène internationale où le Niger devient de plus en plus incontournable dans le règlement de nombreux conflits sur le continent, notamment dans les pays du Sahel minés par l'insécurité grandissante qui préoccupe toute l'Europe. Le nouvel ambassadeur s'est ensuite rendu le mercredi 6 novembre 2013 aux Pays-Bas, où là aussi son Excellence Illo Adani a présenté ses lettres de créance au roi William Alexander, un pays avec lequel le Niger partage depuis plusieurs décennies d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Une ambiance de fête avec ses carrosses tirés par des chevaux, hymne national des 2 pays et honneur militaire, signe de la grande vitalité des relations entre le Niger et le Royaume des Pays-Bas. Occasion pour l'ambassadeur Illo Adani de transmettre au roi William la haute estime du chef de l'État Issoufou Mahamadou, dont le souverain ami de l'Afrique reconnaît toutes les qualités d'homme d'État. Le Royaume des Pays-Bas a aussi promis d'aider le Niger dans beaucoup d'autres domaines, dont notamment ceux de la sécurité, la santé, l'éducation, des secteurs vitaux pour promouvoir la croissance. Après l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'heure est à présent à la réhabilitation de certains monuments, une initiative déjà entamée par le professeur Aboubakar Adamou, enseignant-chercheur, un des principaux artisans du classement de ce centre historique au patrimoine mondial. Ce projet soutenu par l'Union européenne concernera des monuments comme le cimetière des martyrs, la maison du boulanger et la résidence d'un des anciens sultans d'Agadez. Reportage Moussa Mani, Haskou Jibril. La vieille ville d'Agadez, ou du moins le centre historique d'Agadez, ce riche patrimoine historique et culturel nigérien, était honorablement classé depuis juin dernier sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Depuis lors, les principaux artisans de cet exploit multiplient les stratégies et les partenariats pour démarrer la restauration de différents monuments. Ainsi, grâce au soutien de l'Union européenne à travers le PASOK, le professeur Aboubakar Adamou, enseignant-chercheur, mais également un des principaux acteurs de cette victoire nigérienne, et sa fondation Terre Aride de Tamalakoye débuteront la restauration de 3 monuments. Il s'agit du cimetière des Martyrs, de la maison du boulanger et de la résidence du sultan Mohamed El Moumi. Le choix de ces 3 monuments découle de leur ancienneté et de l'impressionnante historique qui tourne autour d'eux. Alors pourquoi le cimetière des Martyrs? C'est un lieu très historique d'Agadez. Parce que en 1916-1917, avec le siège d'Agadez par les troupes de Kaoussen et le soutien du sultan d'Agadez de l'époque qui s'appelait Abderrahim Tagama, le 3 mars, le siège a été levé. Et les troupes coloniales qui sont venues de Zender et sous l'autorité du colonel Mourin sont rentrés à Agadez et ils ont donc trouvé les marabouts réunis et en train d'écrire une correspondance. Ils ont même écrit cette correspondance pour réclamer la paix. Mais malheureusement, tous les marabouts qui sont là, pratiquement toute la classe intellectuelle d'Agadez, tout ce qu'Agadez comptait à l'époque comme grands marabouts, ont été encerclés et décapités. Et par centaines, ils ont été décapités, y compris le grand imam de la mosquée d'Agadez qui s'appelle Ahmad Agak. Et ce sont les femmes qui sont venues et pratiquement creuser leur tombe. Et nous avons aussi pensé à la maison du boulanger, qui est incontournable pour le tourisme à Agadez. Et nous avons aussi pensé à une 3e habitation de valeur très historique, c'est la résidence du sultan Mohamed Al-Moumin. Cette initiative de restaurer les différents monuments de cette vieille ville d'Agadez se poursuivra, a indiqué le professeur Aboubakar Adamou, et ceci pour la revalorisation globale de ces richesses historiques et culturelles nigériennes, mais aussi pour le bonheur des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Le cimetière des Martyrs sera bientôt réhabilité et pour mieux comprendre l'historique de ce cimetière, le professeur Aboubakar Adamou s'est inspiré des manuscrits retrouvés dans les archives du ministère de la Défense nationale. Une lettre de paix des Martyrs, en l'occurrence imam de la mosquée Abbaouaji d'Agadez. Professeur Aboubakar Adamou au micro de Moussa Amadi. Cette lettre-là, c'est lorsque Agadez a été défaite avec la guerre de Kaoussen et l'armée française est rentrée dans Agadez et Kaoussen a quitté la veille. La veille, c'est-à-dire le 2. Et le 3 mars, le sultan Tagama est parti quand même rencontrer, livrer bataille aux Français et il a été battu. Et à midi, il est rentré à Agadez et il a demandé aux marabouts, tous les marabouts d'Agadez, de quitter la ville. Et le lendemain, ils se sont tous réunis dans une grande mosquée qui est la mosquée Abbaouaji. Tous les marabouts et tous les intellectuels d'Agadez se sont réunis et ils ont écrit cette lettre-là pour réclamer la paix. C'est une lettre qu'ils ont envoyée au colonel Mourin, qui est venu donc de Zender et qui a pris la ville d'Agadez. Et ils lui ont envoyé la lettre. Malheureusement, il l'a reçue. Il a fait procéder à sa traduction et il a envoyé une troupe qui est venue encercler tous ces marabouts et qui les ont tous décapités. On pensait qu'il n'avait pas reçu la lettre. En fait, il l'a reçue et c'est en procédant à des recherches, en remontant, que nous avons trouvé donc cette lettre-là au niveau de l'armée en France, aux archives du ministère donc, de la Défense de l'armée, et notamment pour leurs archives concernant l'armée des terres. Donc ça a été trouvé. C'est la lettre qui a été rédigée par le grand imam d'Agadez. C'est lui-même, Ahmad Agak, qui est l'imam de la grande mosquée d'Agadez, qui a écrit cette lettre-là.
et entourés de tous les autres marabouts pour demander la paix. Mais en dépit de ça, ils ont été tous décapités. Et donc c'est cet événement-là qu'on voulait aussi saluer et lui donner en tout cas au lieu où ils ont été enterrés par les femmes, puisque ce sont les femmes qui sont venues les ramasser, puisque aligner toutes les têtes tranchées, ce sont les femmes qui les ont mis dans des fosses communes, et on voulait quand même que ces lieux-là ne soient pas oubliés par la communauté d'Agadez, par la communauté nigérienne et par le monde entier. Le gouverneur de la région de Niamey a effectué hier une série de visites dans le 5e arrondissement. Objectif, évaluer l'état des différents ouvrages de protection érigés le long du fleuve Niger pour contrecarrer les inondations. Nous écoutons le gouverneur Hamidou Garba au sortir de ces visites. Malheureusement, ce que nous avons constaté, nos digues sont un peu fatiguées. Certains d'entre elles sont très vétustes. Les matériaux ont commencé déjà à céder, ce qui explique réellement ce passage des eaux du fleuve. Nous avons constaté également qu'à certains endroits, des travaux avaient été entrepris, malheureusement qui sont inachevés à cette date. Nous avons constaté également que sur certaines digues, il y a eu des brèches qui ont été occasionnées et à partir desquelles les eaux peuvent passer. Nous avons constaté également qu'à l'occasion donc de la construction du deuxième pont, c'est que l'écoulement des eaux à certains endroits avait été bloqué. Donc, chemin faisant, nous avions quand même essayé de prospecter également quelles sont les voies de recours. Qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme pour au moins prendre en charge les eaux qui sont annoncées, ce qu'on appelle communément la crue guinéenne. On peut dire qu'on a les moyens quand il y a la volonté. Nous avons les moyens parce que nous avons la volonté, en tout cas, de prendre à bras le corps ces activités-là. Parce que je dois rappeler que déjà avec le PNUD, qui avait engagé le financement quand même de la réhabilitation de certaines digues, nous attendons incessamment le versement des montants dus à l'UNAHA pour pouvoir continuer ces travaux-là. Dans le cadre de ces rencontres de prise de contact avec les acteurs de la région, le gouverneur de Tawa a rencontré les représentants des partis politiques actifs au niveau de la région. Détail Mohamed El Mokhtar, Lawalissini. C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a pris la parole le premier pour situer les cadres de la réunion. Pour Salifou Barmo, qui a transmis d'abord aux participants les salutations du président de la République, Issoufou Mahamadou, il s'agit ici pour lui, comme il l'a fait avec d'autres acteurs de la région, de prendre contact avec les partis politiques actifs dans la région pour se connaître et les inviter à travailler main dans la main en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt des populations de notre région. Car il s'agit pour nous tous, ni plus ni moins, d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations sans aucune distinction d'appartenance à telle ou telle organisation socio-professionnelle ou politique au niveau de la région. Nous devons tout mettre en œuvre pour créer un climat apaisé de travail où règne la paix et la sécurité, conditions sine qua non de tout développement, a souligné avec force le gouverneur de la région Barmo Salifou. En dehors de ma disponibilité totale de tous les jours, nous devons créer un cadre de dialogue qui nous permettra d'échanger sur tous les sujets, sans tabou, en relation avec les intérêts de nos populations, a ajouté le gouverneur de la région, qui n'a pas manqué d'inviter les partis politiques à organiser de temps en temps des sessions de formation civique et politique à l'endroit de leurs militants et militantes. Pour ma part, a conclu Barmo Salifou, je ferai tout pour améliorer la bonne gouvernance administrative au niveau de la région. Ensuite, la parole a été donnée aux participants, à savoir les représentants des partis politiques. L'on peut retenir que tous sont unanimes pour saluer l'initiative du gouverneur de la région, une initiative qui constitue une première dans la région, ont-ils reconnu. Et pour cela, tous ont promis de tout faire pour que le climat apaisé qui règne aujourd'hui au niveau de la région soit durable et renforcé, afin que les populations s'adonnent aux activités de développement pour améliorer le sort de la région.
comme quoi il n'y a pas de clans antagonistes au niveau de la région de Tawa, pour ne parler que d'elle. Avec l'approche choisie par le gouverneur Salifou Barmo, il est sans doute possible de réunir toutes les énergies pour le bien-être de nos populations. Enfin, sachez que dans le même esprit, le gouverneur a rencontré toutes les organisations syndicales de la région. Leurs représentants ont dit franchement tout ce qu'ils pensent au gouverneur, de nature à pérenniser le climat social apaisé au niveau de la région. Salifou Barmo a apprécié la franchise de ses interlocuteurs. Pour sa part, le gouverneur de la région de Maradi a rencontré ce matin les oulémas de la ville. Amadou Babale a entretenu imams et marabouts sur le sujet de préoccupation de l'heure, tels que la paix et la cohésion sociale. Sanoussi Garba, Moussa Jarir. C'est le palais du sultanat du Katsina qui a servi de cadre à cette rencontre qui a regroupé autour du gouverneur Amadou Babale le président du conseil de ville, les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, le sultan du Katsina et les membres de sa cour, ainsi que les imams et marabouts de la ville de Maradi. Il faut dire que cette rencontre coïncide avec la Fatiha dite chaque vendredi au palais du sultanat du Katsina pour implorer le tout-puissant Allah pour qu'il descende la paix et la miséricorde sur la région et sur le pays tout entier. Il vous souviendra aussi qu'il y a quelques jours à Maradi, le Coran a été brandi au cours d'une réunion politique, ce qui, de l'avis de tous, sort de l'ordinaire et est contraire à une pratique saine de la religion musulmane dans un pays où l'ancrage de la démocratie garantit la liberté pour tout citoyen de choisir son appartenance politique. Le sultan du Katsina, Marimawa Al-Haji Alizaki, l'imam Almou Moussa Antoma et le maire central de la ville de Maradi, Kass Mokhtar, sont tour à tour intervenus pour fustiger cette pratique et condamner ses auteurs. Afin de mettre fin à ce genre de pratique, nous avons clairement notifié que nous n'accepterons pas que l'anarchie s'installe dans notre ville, dans la région. Nous comptons prendre toutes les dispositions qui s'imposent conformément à la loi pour mettre fin à ce genre de pratiques qui sont à la limite de notre âge. Pour sa part, le gouverneur Amadou Babale a été clair dans le message qu'il a transmis aux participants à la rencontre, que les marabouts se tiennent à l'écart du jeu politique afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de dépositaire du savoir de Dieu, a-t-il martelé. Il est inadmissible et intolérable que le livre saint soit brandi à toute occasion et sans autorisation préalable des responsables coutumiers et religieux, a-t-il ajouté. Des dispositions sont prises pour sanctionner conformément à la loi quiconque se rendra coupable de cette pratique, a conclu le gouverneur Amadou Babale. Autre préoccupation, les inondations dans la région de Difa étaient au centre d'une réunion ce matin du comité régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région, Abdraman Boukari Abdraman Sanda. Les inondations nées encore cette année d'une certaine montée exceptionnelle des eaux de la rivière Komadougou-Yobé ont déjà occasionné d'importants dégâts au plan économique et social dans plusieurs villages riverains. Au nombre des entités frappées par ce phénomène, la commune urbaine de Maïnesoroa, où plus de 270 hectares de champs de riz et de poivrons ont été submergés par les eaux, faisant ainsi du coup quelques 511 ménages totalisant près de 3638 personnes affectées par ce sinistre. Quant au niveau de la commune rurale de Chetimari, là aussi plusieurs villages riverains ont été touchés par cette catastrophe. En attendant l'évaluation définitive, on peut à titre illustratif noter le village de Rouda, où face à la menace, plus de 80 ménages totalisant près de 700 personnes ont déjà évacué le village de crainte d'être pris au piège par ces eaux qui chaque jour ne font que prendre des allures très inquiétantes. En effet, selon les spécialistes, à la date d'hier, la cote des eaux de la rivière Komadougou-Yobé a déjà atteint 467 cm, contrairement à l'année précédente où à la même date, elle était à 451 cm. C'est donc pour examiner la situation
mais aussi et surtout songer face à l'urgence qui s'annonce déjà, que le comité régional de prévention et gestion des catastrophes et crises alimentaires s'est réuni ce matin autour du secrétaire régional adjoint de la région de Difa, M. Tinidjibo, qui, après avoir brossé la situation née encore cette année d'une certaine crue exceptionnelle de la rivière Komadougou-Yobé et les dégâts enregistrés dans plusieurs villages, a passé la parole au directeur régional du génie rural et celui de l'hydraulique afin d'éclairer davantage les uns et les autres de tous les aspects se rapportant à la présente question, notamment en ce qui est du niveau des eaux, du comportement de certains ouvrages de protection réalisés l'année passée et des mesures à prendre pour minimiser toute autre éventualité liée à ce phénomène d'inondation, ce qui du reste a par la suite permis aux élus locaux, autorités administratives et représentants des différents organismes humanitaires intervenant dans la région de Difa de se prononcer, mais aussi et surtout formuler une série de propositions et suggestions allant dans le sens de la gestion de cette crise. Le gouverneur de la région de Zender a présidé hier le lancement officiel de la campagne de lutte contre la cécité et la distribution des médicaments et verres correcteurs, une opération initiée par la Fondation internationale Al-Bassar en collaboration avec le Croissant Rouge qatarien. Garba Maman Kabiru, Ali Abou. Après 2005, 2009 et 2011, l'année 2013 constitue la 4e étape consacrée par la Fondation internationale Al-Bassar en collaboration avec le Croissant Rouge qatarien pour venir à la rescousse des personnes qui souffrent des troubles de la vue. La vue étant la ces institutions internationales caritatives l'ont depuis des années compris et œuvrent sans relâche dans ce domaine, à l'exemple de ce cas précis au bénéfice de la région de Zender, dont le lancement officiel a eu lieu ce jeudi sous le haut patronage du gouverneur de la région de Zender, en compagnie du président du conseil régional de Zender, du sultan Aboubakar Sanda Oumarou et de plusieurs autres personnalités venues marquer d'une encre indélébile leur présence et leur soutien à cette noble cause. Une campagne gratuite contre la cécité et autres troubles de la vue, accompagnés également par des consultations et opérations chirurgicales, ainsi que la distribution gratuite de médicaments et verres correcteurs prévus pour être destinés à quelques 4000 patients, dont plus de 400 bénéficieront des opérations chirurgicales par des spécialistes rompus et expérimentés en matière de questions ophtalmologiques. Une tradition désormais bien établie devait en substance préciser Mourou Edini de la Fondation internationale Al-Bassar, puisque son institution et son partenaire du Croissant Rouge qatarien sont et demeurent convaincus que le développement certain est conditionné par une bonne santé, notamment celle de la vie. Le sultan Aboubakar Sanda Oumarou, pour sa part, et au nom des bénéficiaires de ces gestes salvateurs et de la population de la région de Zender, a exprimé toute sa satisfaction et réitéré sa profonde gratitude à la Fondation internationale Al-Bassar et au Croissant Rouge qatarien. Après quoi, les personnalités présentes à cette cérémonie, après avoir assisté au lancement officiel de la campagne, ont effectué une visite guidée au niveau des différents compartiments prévus pour effectuer les différentes prestations. La délégation du gouverneur Kalla Moutari devait par la suite se rendre dans le 2e arrondissement communal, précisément au niveau du CEG 16, pour présider une autre cérémonie, celle de réception et la remise officielle des clés d'un bloc de 3 classes en matériaux définitifs, mis gracieusement à la disposition de cet établissement par une fondation allemande, Stiftung Hilfe, à travers ASEC Mungane, avant de se rendre à l'école primaire communautaire Karakara, dont les élèves sont également pris en charge totalement par ASEC Mungane à travers l'appui que lui apporte son partenaire allemand. Restons à Zender pour noter le lancement hier soir d'une patrouille mixte dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'était en présence du gouverneur de la région. La synthèse avec Laoli Chilo et Laoli Babale. Cette opération coup de poing est menée en prélude à la saison de froid, une période pendant laquelle le sommeil des paisibles citoyens est profond. En lançant cette opération, le directeur régional de la police nationale par intérim, Ali Issoufou Harouna, a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de préoccupations majeures des autorités de la 7e République qui font de la sécurité des personnes et des biens leur priorité. Il n'a pas manqué de rappeler aux membres de cette mission certains principes en matière de la défense des droits de l'homme. Évitons les violences inutiles lors des interpellations. Les citoyens que nous allons partir interpeller sont jusque-là présumés innocents
jusqu'à ce que la culpabilité soit établie par un procès juste et équitable. Évitons les bavures inutiles, c'est ça qui va nous faire grandir. Nous sommes au service de cette population, nous ne sommes pas là pour violenter. Respectons les instruments juridiques nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme, tels que ratifiés par le Niger. Le gouverneur de la région de Zander, M. Moutari Kalla, présent au lancement, a rassuré les vaillantes forces de défense et de sécurité de tous les soutiens des autorités. Je suis venu vous souhaiter bonne chance et vous dire que nous vous soutenons de toutes nos forces. Nous vous soutiendrons dans des opérations de ce genre, nous vous soutiendrons dans les épreuves. Il suffit simplement que vous respectiez l'image des citoyens que vous êtes, parce qu'en vous donnant les armes, en faisant de vous la puissance publique, la société a placé toute sa confiance en vous. L'opération que vous allez mener aujourd'hui est une opération de prévention, c'est une opération de dissuasion. Considérez-la comme telle et menez-la efficacement, fermement, en respectant le droit. Soyez ferme et respectez le droit. A noter que cette opération coup de poing est menée avec tout le professionnalisme, a permis de mettre la main sur 62 hommes, 52 femmes et 15 motos. Le Comité international pour le développement des peuples qui intervient dans les départements de Tanout et Belbéji a certifié 10 villages de Wolalewa, Gangara et Belbéji fin de défécation à l'air libre. C'est avec l'appui financier de l'UNICEF. Jamila Amadou Fajibouka. La certification de fin de défécation à l'air libre FDAL, introduite par l'approche assainissement total pilotée par la communauté et promue par l'UNICEF et ses partenaires CISP, CSV, CADEF, répond à un souci d'hygiène et d'assainissement qui cadre avec les objectifs ratifiés par le Niger. Au niveau de la commune rurale de Wolelewa et de Gangara, 6 villages ont été certifiés fin de défécation à l'air libre. Ils ont reçu chacun une enveloppe contenant 50 000 francs de récompense. Plusieurs allocutions ont ainsi marqué cette cérémonie, qui ont tous abordé dans le même sens, c'est-à-dire expliquer l'importance de l'approche ATPC. Il faut également noter que des conseils allant dans le sens de la pratique de l'hygiène et de l'assainissement ont été prodigués à la population de cette localité. Au niveau du département de Belbéji, c'est 4 villages qui ont été certifiés fin de défécation à l'air libre. Ils ont alors tous reçu une récompense de 50 000 francs CFA. Dans leur intervention, le préfet de Belbéji et le maire de la commune rurale de Tarka ont félicité et encouragé cette initiative avant d'expliquer que la mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté cadre parfaitement avec les objectifs du programme assainissement de base défini dans le plan de développement économique et social traduit dans le programme national d'approvisionnement en eau potable. Le chef de canton de Tarka a lui aussi salué cette initiative avant d'attirer l'attention des populations sur les risques liés au manque d'hygiène, notamment les maladies diarrhéiques. Pour terminer, la mission d'évaluation et la délégation du préfet ont tenu à visiter le village de Guidamakeri, premier de cette compétition. Là aussi, les autorités locales et les membres de la mission d'évaluation ont donné des conseils sur l'importance de l'hygiène pour l'homme et l'environnement. Et puis ce communiqué de la Nigélec, communiqué par lequel la société nigérienne d'électricité informe la population des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri qu'en raison des travaux de remplacement des pylônes tombés le 24 mai 2013 sur la ligne 330 kV Kandji Birning Kebi, l'interconnexion Birning Kebi Niamey sera disponible du dimanche 10 novembre 2013 au mercredi 13 novembre 2013. Tous les moyens de production ont été mobilisés dans les régions concernées pour faire face à la situation à hauteur des capacités disponibles. La Nigélec remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension. Un nouveau produit d'Orange Niger, désormais sur le marché, Pack Orange Pixi ou Alcatel Pixi, dont le lancement a eu lieu ce matin, offre de multiples avantages aux clients. Issoufou Noumou, Sekinata Abdou.
Faciliter l'accès à la communication à la population nigérienne est l'objectif poursuivi par la téléphonie mobile Orange Niger. C'est pourquoi, durant ces 5 ans d'existence, elle continue d'innover. Ce nouveau produit, Pack Orange Pixi ou Alcatel Pixi, est le portable le plus approprié pour accéder à l'Internet à un prix abordable. Aujourd'hui, c'est une petite révolution pour Orange Niger, car grâce à Alcatel Pixi, qui est le smartphone le plus cher du marché, aujourd'hui nous mettons à la disposition des jeunes Nigériens et de tous ceux qui adorent l'Internet un téléphone qui leur permet de bénéficier du confort, de la rapidité de la 3G+ d'Orange Niger. C'est un smartphone et lorsqu'on dit smartphone, pour ceux qui l'utilisent, c'est un téléphone intelligent et qui, pour la première fois, est à la portée de tous les Nigériens parce qu'il coûte 39 000 francs seulement. L'acquisition de ce téléphone, il est accompagné d'un forfait Internet d'1 gigaoctet, de 30 minutes de communication et également de 100 SMS offerts gratuitement par Orange Niger. Je donne rendez-vous à tous nos clients de venir dans nos boutiques et de faire l'expérience de l'Internet 3G+, grâce à Alcatel Pixi. Avec ce nouveau portable, les abonnés d'Orange Niger communiqueront avec une très grande facilité et à un temps record. Oui, avant la partie magazine de cette édition, je vous rappelle ce communiqué de la Société nigérienne d'électricité qui informe la population des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri qu'en raison des travaux de remplacement des pylônes tombés le 24 mai 2013 sur la ligne 330 kV Kanji-Birni-Kebi, l'interconnexion Birni-Kebi-Niamey sera indisponible du dimanche 10 novembre 2013 au mercredi 13 novembre 2013. Tous les moyens de production ont été mobilisés dans les régions concernées pour faire face à la situation à hauteur des capacités disponibles. La Nigélec remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension.